Bonjour à tous, fidèles du cinéma, accros à la science et tous les autres qui se sont dit « tiens, c'était pas mal le premier numéro, allez, on y retourne », ainsi que ceux qui tombent sur nous par hasard. Bienvenue dans ce deuxième épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène sa science. Un podcast de Binge Audio et de Sorbonne Université. Le principe, il est simple. On prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues auxquelles on fait répondre un expert ou une experte. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Ce mois-ci, le film abordé est Matrix des sœurs Lana et Lily Wachowski. Et la question qu'on se pose, que tout le monde se pose d'ailleurs, tout le monde, serons-nous bientôt tous connectés à nos ordinateurs ? Pour cela, nous nous intéresserons à la fabrication de ces nano-ordinateurs connectés à notre cerveau et au stockage de l'énergie. Et nos experts du jour, car ils sont deux, sont Laure Fillot et Yvan Lucas, maîtres de conférence à Sorbonne Université dans le laboratoire Interface et Systèmes électrochimiques. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Bonjour Laure. Salut. Bonjour Yvan. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Matrix. Et là, c'est déjà pas si simple, alors je vous préviens, c'est un podcast où il va falloir être un petit peu un poil s'accrocher. Dans Matrix, donc sorti en 1999, Keanu Reeves et Thomas Anderson, un jeune informaticien connu dans le monde du hacking sous le nom de Neo. Contacté via son ordinateur par ce qu'il pense être un groupe de hackers, il va découvrir, attention spoiler, que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une projection, un monde virtuel dans lequel les humains sont gardés sous contrôle pour mieux servir de piles géantes dans les machines. Morpheus, joué par Laurence Fishburne, leader de la bande libératrice de Thomas Anderson, est persuadé que Neo est donc l'élu, qu'il sera celui qui pourra libérer les humains du joug des machines et ainsi prendre le contrôle de la matrice, d'où Matrix. Tout le monde suit, ça va jusque-là, a priori oui, puisque c'est de la pop culture en vrai, donc à peu près tout le monde le sait maintenant. Donc dans Matrix, les humains sont maintenus dans ce monde virtuel grâce à un mécanisme, quelque chose qui est implanté dans leur cerveau. Ce mécanisme, faute de mieux comme terme, sert plus tard à se connecter aux ordinateurs, mais aussi à apprendre des choses par téléchargement, par exemple, et c'est ce qui donne la phrase devenue culte. I know Kung Fu. Et c'est un grand classique de la science-fiction, ces histoires de puces qui nous connectent directement à l'ordinateur, puisque ce type de technologie, on peut le voir dans Robocop, on peut le voir dans G.I. Joe, oui, G.I. Joe. Mais concrètement, avec les technologies actuelles, comment ça fonctionne, ces puces qui nous connectent peut-être aux ordinateurs ? Déjà, est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on peut le faire ? On peut imaginer un petit ordinateur implantable. Est-ce que ça existe pour le moment ? A priori, non. On peut avoir quelques capteurs qui peuvent envoyer des informations, des capteurs sur le corps qui peuvent envoyer des informations à votre smartphone, ce genre de choses, un rythme cardiaque, ça peut être ce genre de choses, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments implantables qui contrôlent soit l'individu ou qui éventuellement le projet dans un monde virtuel dans lequel il vivra le jour le jour. Ça, on n'y est pas encore. Non. Mais donc, où est-ce qu'on en est avec ces technologies comme ça très miniaturisées qu'on voit donc dans les films de science-fiction, mais qu'on imagine aussi. Enfin, comment ça fonctionne en fait ? C'est quoi le principe de ces petites micro-puces, nano-puces ? Je ne sais même pas comment je dois les appeler. Est-ce que vous savez peut-être mieux que moi le vocabulaire en soi ? Le nerf de la guerre, c'est de réussir à implanter quelque chose qui soit suffisamment petit et sur lequel il y ait suffisamment d'informations et qui soit capable de communiquer avec la manière dont communiquent les synapses, les neurones déjà dans le cerveau. C'est-à-dire ? Donc, pour faire ça, il faut déjà aller à l'échelle nanométrique. T'es d'accord ? Oui, effectivement. Le device, donc ce petit dispositif au minimum devrait avoir une taille micrométrique et tous ces éléments à l'intérieur devront être de taille nanométrique, donc 1000 fois plus petit au moins. Et donc, c'est-à-dire se connecter aux synapses, au système, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est un système... Comment ça fonctionne, ces synapses ? On n'est pas biologiste, mais a priori, en tout cas, dans le cerveau, il y a des communications par des influx nerveux. Et donc, ce signal-là, il faut au moins le capter et réussir à le transmettre au dispositif. Et est-ce que le dispositif communique avec lui ? Oui. Donc ce petit dispositif implantable devrait être un petit ordinateur qui vient se placer notamment entre le cerveau et
les différents organes ou bien directement dans le cerveau pour venir parasiter ou au moins, dans le cas de Matrix, contrôler l'ensemble de l'activité cérébrale. Alors, comment on les fabrique ? Il faut se représenter ce qu'est un ordinateur. C'est à la fois de la mémoire, mais aussi ce qu'on appelle du stockage de l'information, et aussi beaucoup d'électronique. Et pour faire ça, il faut réussir à mettre plein d'objets de l'électronique classique, donc à des échelles pas nano, qui seraient des transistors, des diodes, des amplificateurs. Donc il faut réussir déjà à créer ça à une échelle infiniment petite pour en mettre plein sur un dispositif tout petit. Tous ces composants, c'est ce qui sert à traiter en général l'information électrique. Une radio, c'est des signaux électriques qui sont traités au travers de ces différents composants électroniques, des diodes, des transistors, comme l'a dit Laure, et qui permettent d'être traités et soit de produire un son, soit éventuellement de produire un bruit ou d'envoyer un signal vers un autre appareil. Si on veut à la fois créer des petits ordinateurs qui contiennent à la fois de l'électronique et du stockage de l'information, il faut pouvoir réduire considérablement ces éléments. Et jusqu'à présent, tous ces éléments sont basés sur la technologie du silicium. Tout le monde a un petit peu entendu parler. Mais cette technologie silicium a une limite en termes de taille. Combien on peut mettre d'informations sur cette technologie silicium. Et donc, il y a des nouvelles solutions qui sont proposées. Comme quoi ? Comme ce qu'on appelle l'électronique moléculaire, qui est une alternative à l'électronique classique. Qui permettrait de stocker l'information à l'échelle d'une molécule, ce qui est infiniment plus petit que ce qu'on fait avec le silicium maintenant. Donc pour ça, il faut déjà synthétiser des molécules qui sont capables d'exister sous 2 états différents, que tu puisses, grâce à n'importe quel système, les faire changer d'état, puisque tu veux dire, cette molécule, elle sera réveillée, celle-là, elle sera endormie, etc. Donc ça peut être la phase d'écriture, ça, par exemple. D'accord. Et il faut que tu puisses le lire aussi, et effacer. Donc c'est déjà compliqué d'un point de vue de la synthèse moléculaire. Et ensuite, ces molécules, il faut les mettre sur les objets. Et pour les mettre sur les objets, on utilise ce qu'on appelle la fonctionnalisation de surface. Donc c'est mettre des fonctions sur des surfaces. Le tout à l'échelle le plus petit possible. Et ensuite, nous, on utilise l'électrochimie pour déposer ces molécules sur ces objets. Parce que ces molécules, on peut les déposer sur une surface, il y a plusieurs techniques pour ça, l'électrochimie en fait partie, mais Laure parlait tout à l'heure, il faut les activer, ces molécules, les faire passer dans 2 états différents. Donc l'électrochimie est une technique justement qui permet de changer l'état des molécules, ce qu'on appelle un état d'oxydation, on verra un petit peu plus tard. Donc voilà, un état 1 et 0, à souhait, donc en appliquant une commande électrique, c'est le principe. Cet état 1 et 0 correspond au système binaire qui est à la base des ordinateurs ou calculatrices que l'on utilise tous les jours au quotidien. Mais ce système de codage électronique trouve une analogie électrochimique grâce aux états moléculaires. C'est-à-dire, en électrochimie, on ne parle pas de 1 et 0, mais d'états oxydés ou réduits. Passer d'un état à l'autre se fait par le prisme d'une réaction d'oxydoréduction ou dit redox. Globalement, les phénomènes d'oxydoréduction permettent alors l'encodage d'informations, mais pour des systèmes minuscules, de l'ordre du nanomètre que l'on retrouve dans ces fameuses puces, à l'instar du système binaire 1 et 0, valable pour des systèmes plus grands. Donc là, si on voit bien à quoi sert l'électrochimie pour la fabrication de ces puces qui pourraient être intégrées au corps, on peut se demander aussi quelles sont les autres applications de l'électrochimie. Mais une fois que tu as déposé des choses sur une surface, la surface peut devenir l'électrode. Et donc, si tu as cette électrode, par électrochimie, tu peux lui dire, tu vas changer l'état de la molécule. Donc, c'est aussi ça peut être fabriqué, mais commandé. Donc, c'est hyper donc, le dépôt riche. de molécules, éventuellement avec des motifs, on peut très bien contrôler les motifs moléculaires déposés pour faire l'équivalent de circuit imprimé, on pourrait dire un petit peu cela. Et l'autre aspect dont on parlait Laure, c'est la commande, en appliquant à cet objet qui peut être une électrode, un petit courant électrique pour changer l'état d'oxydation ou de réduction des molécules. Encore une fois, l'état 1-0. Donc, on peut commander, et donc fabriquer et commander, c'est un peu ça l'idée, quoi. Effectivement. Et donc, dans quel autre cadre on peut retrouver cette utilisation d'électrochimie ? Si je ne dis pas de bêtises, il y avait, coulisses de l'émission, on se rencontre auparavant, un minimum, et on avait donné un exemple avec, alors pour le coup on sort de Matrix, mais un exemple avec Harry Potter. En fait, l'électrochimie, c'est presque de la magie. Donc il y a un côté un peu magique. Cette idée justement d'oxydation, réduction, on la retrouve dans plein de types de réactions. Et donc c'était quoi l'exemple avec Harry Potter ? Il y avait un exemple avec notamment cette fameuse carte du maraudeur. Alors je crois pas qu'il utilise de la vraie oxydoréduction, mais on peut imaginer mettre des molécules qui soient dans un degré d'oxydation où elles sont transparentes. Et venir avec, alors là, c'est pas de l'électrochimie avec des électrodes, mais venir avec une autre molécule qui fait changer le degré d'oxydation de celle qui est déposée. Et en changeant de degré d'oxydation, elle devient colorée. Donc on fait apparaître un message, c'est l'encre sympathique. Donc on peut imaginer que la carte du maraudeur, c'est de l'oxydoréduction en fait.
C'est une sorte d'encre sympathique, soi-disant magique, mais c'est une sorte d'encre sympathique. Ce serait une réaction redox, donc un échange d'électrons entre deux molécules qui font qu'une molécule passe de transparent à coloré et le message apparaît. On retrouve la même chose à l'école, lorsqu'on écrit à l'encre et qu'on souhaite effacer, on utilise un effaceur qui contient effectivement une molécule qui va réduire ou oxyder le composé que contient l'encre, le pigment, et qui va changer de couleur lors de ce changement d'état. Ah, on n'efface pas complètement l'encre. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est une révélation totale. Non, parce qu'on se rend compte avec le temps que ce qu'on a effacé peut avoir tendance à être révélé à nouveau quand le papier vieillit. Donc c'est des choses qu'on retrouve sur les vieux papiers. Enfin, je veux dire, l'encre sympathique, c'est quelque chose qu'on apprend notamment dans les PIF magazines, et on se rend même pas compte que finalement on fait de l'électrochimie quand on est en train d'écrire avec son jus de citron, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Mais donc là, par exemple, ça c'est le système d'oxydation réduction. Mais après, voilà, on l'utilise aussi dans quoi il y avait ça permet de l'analyse, par exemple, aussi, ce que vous me disiez. Effectivement, l'électrochimie, ce dont parlait Laure, l'électronique moléculaire, c'est vraiment une petite fraction des applications possibles de l'électrochimie. Il y a vraiment de grands volets d'application, comme la fabrication. Alors, fabrication, c'est par exemple tout ce qui est métaux, certains métaux comme l'aluminium. L'aluminium, aujourd'hui, c'est quelque chose de très bon marché. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu le Louvre, qui ont pu visiter les appartements de Napoléon III, Napoléon a toute une argenterie dans ses appartements, mais qui sont faits d'aluminium, puisqu'à l'époque, l'aluminium coûtait quasiment aussi cher que l'or. Que l'air aussi. Que l'air. L'air, maintenant, ça va coûter cher. Mais... Plus cher qu'effectivement que l'or. Et puisque, à l'époque, l'aluminium, on disposait pas de technique bon marché pour produire l'aluminium. La technique qui est arrivée, c'est à partir de la fin du 19e, l'utilisation de l'électrochimie pour produire de façon massive cet aluminium et bon marché. Et donc après, vous aviez encore d'autres exemples, je crois. Les chercheurs réfléchissent beaucoup à tout ce qui est remédiation de problèmes environnementaux. Ce CO2, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc les gens cherchent des solutions. En donnant des électrons au CO2, la réduction du CO2, on est capable de pouvoir le transformer en des produits qui puissent être exploitables. Voilà, on va utiliser soit comme base de produits chimiques pour d'autres réactions, ou bien dans ce qu'on appelle des piles à combustible, qui concernent plus le stockage de l'énergie et qui a un très grand volet également d'électrochimie, surtout dans ce contexte de transition environnementale qui est souhaité, ou enfin qui est souhaitable, ou en tous les cas souhaité. Ça c'est sûr, c'est souhaitable et souhaité et nécessaire là, à l'heure actuelle. On commence un tout petit peu à s'inquiéter. Mais justement, est-ce que l'électrochimie finalement c'est plus green, c'est plus vert que d'autres technologies qu'on peut utiliser ? Est-ce que c'est un peu la science du futur ? Donc dans l'électrochimie, il n'y a pas dans ce qui concerne en tous les cas le stockage ou la production d'énergie, les solutions proposées en tous les cas sont plus vertes que les autres. Il n'y a pas de dégagement a priori de dioxyde de carbone ni de polluants. Bon, si on pense à la pile à combustible, si vous avez une idée de ce qu'est la pile à combustible, elle utilise du dihydrogène, pour l'exemple le plus que connaissent en général les gens. Donc ce dihydrogène, lorsqu'on l'injecte dans la pile à combustible et qu'il réagit au sein de cette pile, il produit uniquement de l'eau. Donc voilà, il n'y a pas de pollution au dioxyde de carbone au travers de ces piles à combustible. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. C'est intéressant de parler de piles parce que clairement, dans Matrix, encore une fois, puisque c'est le film qu'on évoquait au départ, dans Matrix, les humains sont des piles. Techniquement pour les machines. Les machines cultivent les humains, les mettent dans des berceaux liquides, nutritifs, pour pas qu'ils meurent tout de suite, et ils les branchent de partout pour pouvoir finalement récupérer cette énergie, cette électricité d'une certaine façon. On le voit parce qu'il y a ces grandes tours avec ces immenses arcs électriques là. Et donc en fait, techniquement, l'humain est une pile. Est-ce que concrètement, l'humain est une pile. Est-ce qu'on peut nous se brancher à un moment donné, on pourrait inventer quelque chose où on se brancherait directement à notre corps pour recharger notre portable, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas du tout ? Il y a plusieurs solutions qui sont envisagées pour que l'humain éventuellement produise de l'énergie. Bon, ça peut être un peu loufoque, mais et des solutions qui peuvent éventuellement s'éloigner de l'électrochimie, on reviendra après. Mais vous avez par exemple tout ce qui est motion powered, c'est-à-dire tous ces appareils qui utilisent l'énergie cinétique, le mouvement du corps,
pour recharger par exemple un téléphone portable. Peut-être que vous avez vu ça. Hein. Oui, c'est le principe un peu de ceux qui pédalent pour allumer un truc. Ça, c'est l'équivalent un peu de la dynamo. Hein. Il y a un élément qui bouge et qui produit du courant, qui peut, l'occasion, sur la base du mouvement, recharger un téléphone. Donc ça, c'est une possibilité, c'est énergie cinétique, donc ça pourrait être dans le cas de Matrix la respiration, le battement du cœur, qui alimente un petit système, donc multiplié par le nombre d'humains qui produisent un certain courant. D'accord. On peut imaginer aussi ce qu'on a, donc la chaleur du corps humain qui est produite, qui peut être utilisée, convertie dans ce qu'on appelle la thermoélectricité. Il y a de plus en plus de solutions qui sont proposées loin de l'électrochimie, encore une fois, où il y a un élément froid, un élément chaud, et donc 2 électrodes toujours, et cela, ça permet d'échanger des électrons, en général, donc faire passer du courant. Et donc, on pourrait imaginer l'influx nerveux, directement, dont on parlait tout à l'heure, dans le nerf sensitif, cet influx nerveux qui pourrait être, en venant de mettre un petit interrupteur entre les deux, capté, et donc être une source de courant potentiel. Mais en ce qui nous concerne, donc, ce serait plus utiliser tous les fluides du corps humain. Donc ça peut être l'urine qui contient cette molécule l'urée, qui pourrait être transformée ou utilisée dans le cadre de piles à combustible, par exemple, ou de batteries. Donc il y a des gens qui travaillent à cela, essayer de valoriser l'urée. Je crois que c'est 10 milliards de litres d'urine qui sont produits par jour dans le monde. Donc quelque chose de phénoménal. Donc j'avais pensé à ça comme ça. À valoriser cela, ce serait fantastique, effectivement. Ah oui, d'accord. Oui, non, j'ai vraiment jamais pensé à ça comme ça. Je ne ferai plus pipi de manière comme avant. Ta petite contribution. C'est ça. Et tout à l'heure, vous parlez de silicium. Mais par exemple, cette année, je sais qu'au niveau des prix Nobel, le prix Nobel de chimie a été remis, et j'ai leur nom, et je ne veux pas les massacrer, à l'américain John B. Goodenough, à l'anglais Stanley Whittingham et au japonais Akira Yoshino, pour l'invention des batteries au lithium-ion, que l'on retrouve d'ailleurs notamment dans les ordinateurs, qu'on évoque depuis le début, les portables, mais même les voitures électriques. Donc ça aussi, c'est de l'électrochimie finalement, ces batteries au lithium en fait. Et c'est une nouvelle c'est une nouvelle technologie. Enfin, même si on l'utilise depuis un petit moment maintenant, c'est quand même une nouvelle technologie importante. C'est une technologie qui date des années 80 et qui représente vraiment un point fort de l'électrochimie en général et du stockage de l'énergie. On s'est arrêté principalement sur les piles à combustible. Mais la batterie au lithium, aujourd'hui, est le marché numéro 1 du stockage de l'énergie. Donc c'est en pleine croissance. Pourquoi ? Parce que le lithium est un élément chimique qui produit beaucoup d'énergie si on le compare au plomb, par exemple. D'où son potentiel d'application pour tout ce qui est mobile, donc la téléphonie, les ordinateurs portables, et également les voitures toutes électriques, ou au moins hybrides. Et ça, cette technologie-là, parce qu'en effet, on a tous entendu parler du lithium, mais il est particulièrement, on va le chercher, particulièrement en Amérique du Sud, au Chili, je crois que c'est le plus gros exportateur de lithium, la Bolivie aussi, mais ça c'est problématique aussi parce qu'on parlait un petit peu plutôt de green, ou l'idée que l'électrochimie était peut-être plus green, mais est-ce que quand on voit tout ça, est-ce que c'est vraiment vrai avec le lithium ? Les besoins en lithium sont énormes. Les projections parlent de millions de tonnes qui devront être extraites. Donc effectivement, les principaux producteurs pour l'instant sont les pays d'Amérique latine, donc Bolivie, Argentine, Chili. Donc sur les hauts plateaux andins, notamment les régions de lac Salé, lac d'Atacama. Et donc forcément, ces extractions posent le problème de la disponibilité de l'eau pour les populations locales et bien sûr des problèmes de biodiversité par cette exploitation à outrance. Donc il faudra bien sûr continuer cette extraction, mais aussi penser recyclage du lithium, ça c'est très important si on veut faire évoluer cette technologie vers une direction plus verte en tout cas. Et qui est très 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 utile, puisqu'en effet on l'a dit, c'est disponible dans tout ce qu'on utilise tout le temps. Donc c'est vrai que penser au recyclage, ça peut être intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant avec l'électrochimie, c'est son côté pratique, en fait, finalement. C'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire de l'électrochimie, au bout du compte. On n'a pas besoin de beaucoup de choses et ça permet de faire beaucoup de choses. Donc on a dit, ça permet de fabriquer, d'analyser, d'aller faire des capteurs, de stocker l'énergie, l'information. Et tout ça, on le fait avec un objet qui a un nom un peu horrible, qui s'appelle un potentiostat. Ça nous permet de faire de l'électrochimie, et des potentiostats, il y en a qui font la taille de ma main. Donc ça veut dire qu'on peut le transporter partout, on peut faire de l'électrochimie quasiment partout. Donc c'est vraiment une méthode très puissante. Potentiostat qui est un générateur. D'accord. Et je tiens à préciser que votre main n'est pas très grande. Donc voilà, comme quoi c'est vraiment très pratique à transporter. On en est encore qu'au balbutiement. Certains disent qu'on est à l'équivalent de la découverte du feu. Voilà, et plus tard, un petit peu, tout ce qui était découverte de l'électricité, ce genre de choses, quoi.
Donc ça a été des révolutions à chaque fois. Donc là, on est sur une nouvelle révolution où si on peut effectivement remplacer les solutions actuelles par de production et de stockage d'énergie, voilà, toutes les solutions sont possibles. Donc on est là pour faire évoluer tout cela. D'accord, donc en fait clairement l'électrochimie, si moi je le pense, c'est un peu le domaine du futur pour tout ce qui est pile, évidemment, stockage en tout cas stockage d'énergie, et pourquoi pas finalement créer ces petits engins qui nous connecteront à nos ordinateurs, ce qui est à la fois intriguant, comme nous le montre la science-fiction, et très flippant par ailleurs, totalement. Eh bien, je suis vraiment ravie d'apprendre que nous sommes davantage que des piles vivantes. Merci beaucoup Laure Fillot et Yvan Lucas d'être passés par nos micros pour nous tenir au courant de l'évolution de notre relation aux machines. Il est désormais temps de retourner à la réalité, enfin si elle est bien réelle, on ne sait pas, on doute maintenant, et de se donner rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de 7e Science, un podcast Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.